Amorcer l'enregistrement, merci. Donc, la parole est à vous, docteur Villeneuve. Alors, bon, ça va. Donc, bonjour, merci beaucoup. Donc, Evans Villeneuve, je suis psychiatre. Je suis à l'origine de la clinique Le Faubourg-Saint-Jean. Donc, vous comprenez que ça fait plusieurs années que je travaille. J'ai travaillé, d'ailleurs, parce que je ne travaille plus là. Je suis plutôt dans une genre semi-retraite. J'ai encore des fonctions universitaires. Et bien sûr, j'ai gardé un sujet qui me passionnait dans les dernières années de ma pratique. C'est parmi les troubles sévères de la personnalité, le phénomène de quérulence. Alors, je présente régulièrement des gens intéressés. Vous verrez d'ailleurs qui sont les intéressés particuliers en lien avec la quérulence. Alors, voilà. Donc, les objectifs identifiés. Puis, vous comprendrez pourquoi ce premier item-là est important. Donc, identifier les personnes quérulentes, intervenir stratégiquement et efficacement et systématiser votre approche par rapport à des gens plus que, pas uniquement quérulents, mais par rapport aux gens qui ont des comportements difficiles. On continue? Bon, il faut que vous compreniez, je vais aller très doucement par rapport à ce tableau-là. Si vous l'intégrez, vous avez à peu près tout compris. L'idée, c'est que quelqu'un, son micro est ouvert, ça va? Bon, donc, l'idée, c'est au niveau des quérulents, ça vient du mot querelle, donc c'est des gens qui cherchent querelle, c'est des gens qui ont tendance à poursuivre, à porter plainte, mais de façon incessante. Si on regarde un plaignant ordinaire, donc quelqu'un qui se plaint, par exemple, au commissaire aux plaintes, le petit point gris, c'est une plainte ou une demande de renseignement. Il peut en faire deux pour régler son problème. Il va suivre cette plainte-là ou ces demandes de renseignement-là, mais il n'y aura pas de débordement, même si ça peut être un peu long à traiter. Il y a des plaignants tenaces qui, eux, vont faire des demandes des renseignements et ils vont faire des plaintes à plusieurs endroits et ils vont poursuivre en même temps. Vous vous souvenez du cas de Robinson? Donc, Robinson, il a poursuivi pendant des années, comme les gens du tabac, ont poursuivi pendant des années beaucoup de personnes avec toujours énormément de demandes de renseignements et tout ça, mais ça ne débordait pas. Et on comprenait la raison pour laquelle ils poursuivaient. Il y avait une cohérence aussi dans leur poursuite, même si ça durait 10 ans. C'était quand même cohérent. Le quérulent, c'est un autre phénomène, mais là, vous risquez d'être touché. La personne va porter une plainte. On verra quel type de plainte. Et mettons que cette plainte-là, le point gris, là, va diriger sa plainte contre quelqu'un, genre contre son psychiatre ou contre son intervenant, et va aussi porter des plaintes par rapport à l'établissement, peut-être à la cadre de cette personne-là, et va suivre ces trois plaintes-là. Il peut se passer un peu de brouhaha dans cette rencontre-là. Quelqu'un a pas demandé des renseignements sur lui. Alors, il y a une autre plainte qui va se porter et les autres plaintes vont continuer également. Bref, c'est quelqu'un qui porte constamment plainte de plus en plus. Il perd la raison pour laquelle, ou on perd la raison pour laquelle la personne a porté plainte, mais elle est en train de porter plainte contre 2, 4, 6, 8, 10, 12 personnes. Ça monte. Dans le fond, vous donner un exemple. Quelqu'un peut porter plainte parce qu'il y a eu une mauvaise évaluation lors d'un stage. Donc, ce qui est poursuivi, c'est son superviseur. Puis finalement, il va poursuivre également le responsable du superviseur. Il va poursuivre l'hôpital, il va poursuivre l'université, il va poursuivre tous les gens responsables dans l'université. Il finit par poursuivre son avocat. Il va poursuivre un deuxième avocat, va poursuivre les avocats de la défense. Il va finir par poursuivre un juge, deux juges, trois juges. Donc, c'est incessant et c'est interminable et ça coûte une fortune. Ici, à Québec, on a ce qui est appelé le champion olympique des quérulents qui a poursuivi la ville de Québec à partir d'un ticket qui avait été donné, un ticket de stationnement ou de vitesse, là, qui avait fait une amende de 60 $. La ville a fini par payer, je pense que c'était 300 000 $ pour se défendre et ça a duré des années également avec ce que ça a comme charge. C'est un peu ça le quérulent et ça vous concerne, vous allez voir pourquoi. La prochaine, Marie-Christelle. Dans la quérulence, tu peux cliquer. Qui vise-t-il? Le premier recours
ça peut être un voisin, ça peut être un employeur, ça peut être un professionnel, une municipalité, une institution. C'est quelqu'un qui l'a hérité sur quelques points. C'est sûrement pas le point de départ parce que ça va trop loin. Il y a les organisations publiques qui sont particulièrement ciblées. C'est toutes celles qui régissent nos rapports entre nous, notamment les auxiliaires de la justice. Donc, la justice est fortement impactée par cela, y compris les juges, les agences gouvernementales, l'organisation du travail, les corporations professionnelles. Une des premières présentations que j'ai faites il y a peut-être 8-10 ans, c'est avec l'ensemble des corporations professionnelles et ils en avaient, c'est à peu près, la statistique, c'est 75 du temps est dédié à 10 de leurs clients, c'est au niveau des poursuites. Généralement, c'est toujours les mêmes personnes, ils deviennent excédés, ça devient extrêmement pénible à supporter. Donc, les corporations professionnelles sont bien visées. Notre corporation est visée, la vôtre aussi. Il y en a à peu près dans toutes les corporations. Ceux aussi, les bureaux des plaintes de tout acabit, l'ombudsman, le protecteur du citoyen, le commissaire aux plaintes. Le protecteur du citoyen, encore une masse phénoménale de poursuites par ces quérulents-là. Donc, c'est poursuite sur poursuite. Mais vous comprenez, dans le fond, c'est là où je veux susciter votre intérêt, c'est que vous pouvez être le premier élément qui est entré dans la cascade. Ou ça peut être un deuxième aussi, mais vous risquez d'être largué au fur et à mesure que ça va progresser, mais vous pouvez ne pas être largué non plus et avoir besoin de vous défendre avec avocats et compagnie. Mais globalement, il y a une prise en charge. Donc, ceux qui sont visés, c'est ceux-là. Qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent une réparation, ce qu'eux mesurent comme l'insulte qu'ils ont eue. Prenez l'idée d'un stage où la personne a eu une mauvaise note de stage. Alors, il veut de la réparation, mais de la part d'énormément de gens, ou encore il veut se venger, il y a une dimension de vengeance, il veut punir des personnes aussi. Mais moi, je vous dirais, dynamiquement, on est en santé mentale, moi, je vous dirais, ce qu'il veut, c'est gagner. Mais principalement, ce qu'il va rechercher, c'est un retour à un certain équilibre. Ce qu'on va voir à la base de tout ça, c'est un bon gros trouble de personnalité qui a été relativement en équilibre pendant des années. Tout le monde, on voyait bien qu'il y avait quand même quelque chose. Et pour une raison X ou Y, il y a eu il y a une plaque qui a débarqué et l'armure a été perforée. Et ça peut être effectivement juste une évaluation de stage qui fait que tout éclate, l'équilibre est perdu. Et pour rétablir cet équilibre-là, le fait de gagner devient important. Mais gagner, faites juste regarder l'actualité actuellement. Vous en avez un qui recherche à gagner à tout prix, mais une victoire est insuffisante, c'est gagner sur gagner sur gagner sur gagner. Peu importe, mais il doit gagner. C'est un très bel exemple, caricatural d'ailleurs, mais c'est un bon exemple. Donc, c'est ce qui va, cette personne-là recherche ce qu'elle pense, elle, c'est réparation, vengeance, punir, mais ce que nous, on comprend, c'est vraiment le désir de gagner puis de retrouver un équilibre. Puis comment il fait ça? Ben, il fait ça avec des poursuites, des menaces, de l'intimidation, du dénigrement, des insultes qui deviennent vraiment odieux, grossiers et compagnie. Pas très loin encore de mon modèle de caricature. Pour que vous compreniez pourquoi c'est comme ça, ça, c'est un peu le modèle de développement de la personnalité par les pédopsies. Là. Donc là, j'ai le schéma de Pérez et Edgar. L'idée, c'est on est avec des traits de tempérament. Il y a un contexte précoce qui va s'intégrer aux dimensions de tempérament. Et vers l'âge de 10 ans, on a des traits de personnalité qui sont un peu plus solides. Et à l'adolescence, tu peux peser, s'il vous plaît? À l'adolescence, ça va, l'environnement et les traits de personnalité vont amalgamer et vers la fin de l'adolescence, s'il n'y a pas eu totalement réparation au niveau des traits de personnalité qui étaient plus punchés, qui étaient plus déstabilisants, mais il y a une personnalité qui va s'installer, mais qui doit trouver un équilibre. Nos patients qu'on voit, ils sont en équilibre. Même si c'est un équilibre épouvantable, même s'il y a de l'automutilation, il y a de l'anorexie, il y a un équilibre. Même s'il y a de la dope, il l'a. Ça fait que c'est un peu comme ça qu'il faut interpréter cette dimension-là. Alors, on continue. Donc, je passe très rapidement, vous les connaissez, on va regarder les dimensions de tempérament puis les traits de personnalité
Donc, c'est donc une tendance à ressentir, percevoir, se comporter. Donc, ça va se traduire dans le comportement et on va regarder les différents types de comportements qui posent problème dans le tempérament de ces personnes. On continue. Je continue encore. Donc, on voit ici, non, on revient, excuse-moi. On voit ici toutes les dimensions de comportement en lien avec l'antagonisme. Donc, la recherche d'attention, dureté, insensibilité, malhonnêteté, grandiosité, tendance manipulatoire. Et dépendant de l'intensité, la personne va présenter des difficultés de plus en plus importantes en lien avec ces dimensions-là. Ces dimensions-là, ce sont des dimensions stables. C'est très stable, mais qui sont, n'oubliez pas, en équilibre. Même s'ils dérangent énormément de gens, ils sont en équilibre. Prenons mon modèle caricatural encore. Il est en équilibre actuellement, mais il dérange la planète au complet. Okay? Ça, c'est un gros modèle, mais globalement, tout petit quérulant a la même structure. Au niveau de la désinhibition, autre dimension qui peut poser problème, lorsque ces traits de caractère-là sont plus importants, il y aura impulsivité, irresponsabilité, perfectionnisme, prise de risque. Donc, on est à cheval entre deux troubles de personnalité. Le trouble de personnalité narcissique et l'antisocial, dépendant de la sévérité de ces dimensions-là et de la stabilité de ces dimensions-là et de la sévérité. Donc, le quérulent qui perd cette stabilité-là aura dépendant de ce qu'on découvre au niveau du tempérament, aura des comportements qui sont à la hauteur de ces comportements-là. On continue. Donc, pour déterminer qu'une personne est quérulente, d'abord, il faut savoir que ça existe. Donc, mais à la base, ce que l'on trouve, c'est une structure narcissique. Okay? Mais il peut y avoir des dimensions psychopathiques aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi être armé, mais il faut être très vigilant par rapport à ça. La prévalence de la demande sur la défense. Donc, il est toujours insatiable. Multiplication des recours vexatoires. Il y a des demandes de ci, de ça. Il va se plaindre contre vous, il va aller aux archives, il va demander un changement de professionnel, changeant de psychiatre. Les recours vont se répéter. L'inventivité est impressionnante. Prenons, par exemple, la personne qui a eu une évaluation de stage insatisfaisante, mais qui est rendue à se plaindre des juges à plusieurs niveaux. C'est qu'il accroche des dimensions qui vont l'irriter et il établit son recours sur cette dimension-là. Quelquefois, il va rapporter avoir le sentiment d'être traité comme ci, comme ça. Bon, on discutait ce matin avec des collègues. Par exemple, un juge qui va dire qui peut commencer son interrogatoire en disant écoutez, je n'ai pas tout à fait fini de lire votre dossier, on va revenir là-dessus. C'est sûr qu'il y a une plainte qui est partie pour atteinte à l'intégrité de cette personne-là, le patient qui poursuit. Il peut y avoir des échecs répétés parce que d'abord, c'est jamais fini. Mais malgré les échecs, ces gens-là vont continuer à poursuivre. Globalement, il y en a quelques-uns qui se rendent jusqu'à la Cour suprême. Généralement, la Cour suprême refuse ces dimensions-là. Mais comprenez que c'est parti de votre bureau. Ça a enchaîné il a ramassé beaucoup de victimes un peu tout le long et il les rendu à la Cour suprême. Lorsqu'il les rend au palais de justice, les demandes de révision sont intenses, les appels, il va demander des rétractions, poursuites pour tel mot qui a été dit. La très grande caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils se représentent seuls. Okay? Ils ne tolèrent pas d'avocats dans leurs pattes. Généralement, l'avocat a été soit tassé, l'avocat de départ, s'il y a eu l'avocat de départ, ou poursuivi. Parce que comprenez qu'on est dans une dynamique du plus fort et je dois gagner, mais il ne peut pas accepter de l'aide de quelqu'un également. Il ne peut pas remettre son destin entre ses mains. Sa façon de réparer, c'est d'être plus fort que, alors plus fort que son avocat. Donc, c'est une grande caractéristique des quérulents.
Voilà. Est-ce que c'est nouveau, un quérulant? Et non, ce n'est pas nouveau. Ça, ici, c'est une image que je sortais en recherchant. Ici, c'est le mot pain-bêche qui a été, qui est sorti en 1668, qui était une femme qui poursuivait beaucoup. Je vous lis le petit mot en bas. Donc, la comtesse de Pain-Bêche est une personne on ne peut plus procédurière, puisqu'elle ne vit que pour faire des procès, à tel point que sa famille obtient un arrêt lui interdisant à vie de plaider. La comtesse se lamente ainsi de cet arrêt. Mais monsieur, tous mes procès allaient être finis. Il ne me restait plus que 4 ou 5 de mes petits, l'un contre mon mari, l'autre contre mon père et contre mes enfants. Ah, monsieur, quelle misère. Mais ça montre un petit peu l'évolution de ces gens-là. Globalement, ils se retrouvent seuls parce que ça fait le vide autour d'eux. Globalement, ils poursuivent tout le temps. Heureusement, ils n'ont pas de frais d'avocat. Il y a un discours pseudo-juridique également et vont aussi généralement perdre leur maison, perdre leur travail parce qu'ils vont s'acharner sur cette tâche-là 24 heures sur 24. On continue? Mais la stratégie qui a été employée au niveau des pays anglo-saxons, y compris le Canada, c'est de déclarer ces personnes-là quérulantes. Donc, il y a un registre de personnes quérulantes. Lorsque on identifie ces personnes-là, on peut, lorsqu'on en a fait la preuve, demander à un juge de déclarer cette personne quérulente-là lorsqu'il aura été, si la demande est acceptée, cette personne-là ne pourra plus poursuivre. Elle devra avoir l'autorisation du juge en chef de la Cour du Québec, pour le Québec, si elle veut intenter une poursuite. L'an dernier, il y avait aux alentours de 250 quérulents au Québec. Si vous avez entendu parler de M. Vachon, de Saint-Constant, qui a poursuivi constamment l'hôtel de ville, vous avez entendu, on le voit régulièrement, il y a des poursuites de ces quérulents-là. Les citoyens souverains en sont des bons représentants aussi. Voici, c'est le registre, on a le droit, c'est un registre public avec un nom de. Si vous n'êtes pas sûr de quelqu'un qui commence à vous harceler un petit peu, vous pouvez aller voir sur le registre si son nom est là. Parce qu'ils sont. Celui-ci, c'était marqué nous accueillons la demande de quérulence, nous déclarons le demandeur, que j'ai appelé ici Chu Grincheux, comme plaideur quérulent. On interdit au demandeur Chu Grincheux de déposer quelques demandes en justice ou quelques procédures de quelque nature que ce soit, civile, pénale, criminelle. Bon, l'autorisation écrite dans le juge. Bon, bref, on contrôle cela. Les Français ne le font pas et ça amène d'autres évolutions, mais ce n'est pas le cas de cette demande. Alors, on continue. Bon, l'idée, c'est de reconnaître les quérulents. Vous pouvez être en contact avec ces gens-là. Ce qu'il faut reconnaître dans le quérulant, d'abord, lorsque ça sent la plainte, essayez de voir si vous êtes les seuls. S'il y a plusieurs plaintes, ça devrait allumer un feu jaune. S'ils vous écrivent, globalement, je pense que j'en ai donné une démonstration un peu plus tard, mais ils ont tendance à écrire avec une écriture d'abord abondant. Lorsqu'on reçoit un dossier d'un quérulant, ce n'est pas 5 pages qu'on reçoit, mais c'est plutôt 250 pages que l'on reçoit. OK? Et ce n'est pas des blagues, c'est vraiment des choses impressionnantes. Ils vont arriver à votre bureau. On en a un, René, qu'on a rencontré. Il arrivait toujours avec sa pile de dossiers, puis il aurait fallu lire ça avant de le rencontrer. Donc, ça activait plutôt la pathologie. Donc, savoir reconnaître ça. Généralement, l'écriture, dans ces textes-là, ils sont abondants, première des choses. Deuxième des choses, il y a des mots écrits en gras, comme pour mettre de l'intonation un peu là-dedans. Puis quelquefois, ça sent la méfiance, ça sent la paranoïa, ça sent l'interprétation. Des fois, on pense que c'est délirant. Bref, dans ce temps-là, il faut allumer. Okay? Mais il y a en fait, on devrait toujours, par rapport à des gens qu'on suspecte un peu, avoir une même attitude qui est une attitude de cadre. Je vous donne ici ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de respect. C'est des choses qu'on fait globalement pour la majorité des troubles de personnalité. Donc, expliquer, permettre à la personne d'exprimer ses émotions, accepter ses émotions, faire preuve d'empathie, trouver des points d'entente avec le plaignant,
vérifier que la situation est bien. Vous comprenez que c'est de la non-confrontation et c'est de le laisser un peu exprimer cette dimension-là. Faire écho aux propos du plaignant, écouter activement. Ménagez-vous un temps de réflexion aux besoins, reconnaître des faits et s'en excuser. Il y a une position basse qu'il faut garder pour ne pas être attaqué. Continuons. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le prochain point, Marie-Christelle, c'est faire valoir son point de vue, se défendre, nier, donner des excuses, rechercher la confrontation dans les propos ou dans ses attitudes, répondre de manière exagérément formelle ou bureaucratique, se montrer trop familier, plaisanter sans retenue. J'ai un cas où vraiment ce qui avait déclenché la cascade des poursuites qui est allée très loin, là, ça avait été une familiarité sur un lieu professionnel. Donc, se montrer trop familier, plaisanter sans retenue, répondre à des propos agressifs, laisser entendre que le plaignant a besoin d'une thérapie ou d'une conseil. Vous comprenez, c'est tout ce qui s'appelle confrontation. Alors, globalement, ce qu'il faut voir, c'est quelqu'un qui, pour des raisons X, Y ou Z, a une bonne structure narcissique et il est arrivé un événement qui a probablement que la blessure commençait déjà à saigner, là, soit une rupture, un couple qui va mal, soit une démotion à l'emploi, soit une mauvaise évaluation, bon, bref, quelque chose. Et un événement, même assez minime, peut déclencher toutes les hostilités. C'est possible qu'il n'aille pas au niveau de la poursuite. Alors, on aura probablement des emprises, il aura des emprises au niveau de l'ombudsman, au niveau des plaintes d'un hôpital, mais toujours sur le même registre, sans trop s'étaler. Généralement, c'est un meilleur pronostic, mais dès le moment où on commence à avoir des poursuites, là, on a un feu d'artifice de poursuites et de revendications. Globalement, ça finit par un arrêt d'agir à ce moment-là. Ça, écoutez, ce livre-là, je l'ai mis. Ça a été fait par le groupe des ombudsman en Australie. Il est génial. Il est génial pour tout trouble de comportement relativement difficile qu'on rencontre dans nos clientèles, puis qui montre la gradation jusqu'à la gradation des plus sévères, qui sont les quérulents. Il y a énormément d'exemples là-dedans. Il vous explique très bien la procédure. Et avec ça, vous pouvez, ça peut même être un club de lecture parce que c'est intéressant de changer là-dessus. Vous pourrez vraiment renforcer votre cadre et comprendre pourquoi on utilise ce cadre-là, mais de façon systématique pour la majorité de la clientèle. Mais vous aurez surtout évité de vous mettre les pieds dans un guêpier qui va devenir infernal si vous respectez ce cadre-là. Alors, je vous dirais, les ombudsman ont vraiment diffusé ce livre-là à travers la planète en disant il faut que les intervenants de première ligne, surtout, le rencontrent parce que c'est la porte des quérulents, mais toutes les stratégies sont mentionnées là-dedans. Alors voilà. C'est correct dans le temps? Oui, merci beaucoup, Dr. Villeneuve. Très intéressant. Je pense que, en tout cas, je ne dois pas être la seule à avoir fait beaucoup de liens avec des